Bonjour à tous. Oui, alors c'est la 88e séance des ateliers. Nous donc sommes toujours sur le livre Lettres et le Code, hein, puisqu'on lit de manière collective et cursive la deuxième partie. Et on est au tout début. Donc, on va relire le paragraphe sur la psychanalyse et puis on suivra donc dans la foulée sur ce qui suit. Donc, je relis le texte. Donc, la psychanalyse, son aliénation politique et sa vertu épistémologique. La psychanalyse est encore une aliénation, car philosophie de l'émancipation et non révolutionnaire. Elle est le contrepoint du marxisme. Alors que Marx donnait la démarche révolutionnaire du producteur prolétariat, Freud proposait la démarche régulatrice de la nouvelle consommation pour la classe dirigeante, la nouvelle bourgeoisie et petite bourgeoisie. Ce qu'il cherche, c'est le normatif de la consommation, alors que tout référentiel transcendant est abandonné. Et si le souci épistémologique est recevable, comment vivre sans religion et sans morale, l'idéologie de la propriété foncière et des notables, donc cette morale, il est aussi corrompu car il reste le souci d'une nouvelle classe qui peut se couper de la vieille bourgeoisie précapitaliste et de la nouvelle classe produite par l'industrialisation, le prolétariat. Le freudisme est idéologie de contestation contre la prohibition et la répression du père, c'est-à-dire de la propriété financière, d'une maîtrise séculaire de l'avoir et de la culture. Alors, le freudisme est idéologie de contestation contre la prohibition et la répression du père. La formidable production industrielle autorise la contestation et l'émancipation du fils de la nouvelle bourgeoisie. Mais cette nouvelle classe n'est pas directement productive. Le sérieux de la nouvelle production lui échappe. À son tour, elle se fait prohibitive et répressive. Ainsi aliénante, elle est aliénée. Elle consomme ce qu'elle n'a pas produit et elle en frustre le producteur. Cette bourgeoisie libérale refuse à la fois le sérieux de la tradition, de l'éthique, de la propriété foncière et le sérieux du collectivisme. Son émancipation est idéologie du parasitisme. L'instinct est réprimé par le travail et la liberté est la restauration de la consommation. Ce schéma peut se nuancer d'après les niveaux du sérieux dont dispose la bourgeoisie libérale. Sa critique du moralisme de la société victorienne, ce terme n'étant pas pris au sens précis de l'histoire de l'Angleterre, mais comme exemple d'une société puritaine très répressive mais hypocritement consommatrice, est historiquement nécessaire. Donc sa critique du moralisme de la société victorienne est historiquement nécessaire. C'est l'aspect scientifique du freudisme. Alors, la critique du père et l'émancipation est un progrès éthique. Elle répond à une nécessité de l'encadrement des services de la nouvelle société, une dynamique de classe et créatrice. Lorsque cette bourgeoisie libérale domine le champ de la production, qu'elle ne se libère plus des inhibitions de la tradition, mais qu'elle profite du prolétariat, alors son principe régulateur de la consommation apparaît pleinement. C'est l'aspect normatif de la psychanalyse. Comment consommer sans produire? Comment consommer avec la culpabilité non dite? Tant que le capitalisme reste libéral, concurrentiel, la bourgeoisie de la nouvelle entreprise dispose d'un certain sérieux professionnel, entre parenthèses, donc profession libérale, cadre, enseignement, petit patron, etc. Fermez la parenthèse.
et la psychanalyse peut paraître comme un référentiel normatif du comportement. Mais à mesure que le capitalisme se fait monopole d'État, que la responsabilité civique de ce corps s'amenuise, en même temps que l'exploitation du prolétariat s'exaspère, le normatif d'une consommation parasitaire s'avère de plus en plus difficile. Aussi, le normatif se fait thérapeutique. La consommation est une maladie, névrose, lorsqu'elle est celle de l'irresponsable politique et du parasite. La société de consommation, alors, a multiplié les besoins. La consommation est sans frein. La bourgeoisie, qui s'est libérée de la tradition et qui refuse l'universel concret, est déséquilibrée, en crise. La psychanalyse, alors, est curative. Dans le dernier moment de sa décadence, néo-capitalisme, car décadence de la bourgeoisie libérale, elle devient une mode, le modèle de la contestation consommatrice. La situation de classe se vit dans l'esthétisme. Le comportement névrotique se fait référentiel du statut mondain. Les relations personnelles se pervertissent dans le sadico-masochisme, qui est la psychologisation du conflictuel politique selon les modèles proposés par l'avant-garde esthétique. Mais si la psychanalyse est aliénante, elle est aussi une révolution épistémologique. Pour la première fois, le sujet est connu et reconnu comme historicité. Sa singularité est acquisition, entre parenthèses, les fixations. Une dynamique est créatrice de l'ontologie. L'être est produit par son histoire, mais histoire du sujet. S'il y a substance, c'est substance acquise selon un différentiel. Et c'est dans la cellule de base de la cité, la famille, par le relationnel, que le sujet se constitue. La psychanalyse a donc révélé l'historicité du sujet, sa dynamique créatrice, son référentiel. C'est dans ce sens que nous définirons aussi la dynamique du sujet. Voilà, on s'en était arrêté là la dernière fois. J'ai une question. Vas-y. La page précédente, Oui. 245, l'avant-dernier paragraphe, Oui. cette bourgeoisie libérale refuse à la fois le sérieux de la tradition, de l'éthique, de la propriété foncière et le sérieux du collectivisme. Son émancipation est idéologie du parasitisme. Ah voilà. L'instinct est réprimé par le travail. Alors ça, je comprends pas. L'instinct est réprimé par le travail. C'est-à-dire que dans leur esprit à eux, si tu veux, pour eux, si tu veux, l'instinct, c'est-à-dire la problématique pour eux, c'est de retrouver la consommation d'accéder à la consommation, quoi, hein. Et donc, ils font supporter donc la répression au père, quoi, au père qui est, lui, dans le sérieux de la propriété foncière, etc. Et voilà, il refuse à la fois donc, cette tradition-là et le sérieux du collectivisme. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, notre instinct de consommateur, finalement, est réprimé par le travail, quoi. C'est-à-dire que, voilà, boulot, métro, dodo, donc le travail, bah, c'est bien qu'il y en a qui le fassent à notre place, quoi. Voilà, donc l'instinct est réprimé par le travail, c'est la problématique qu'ils avancent, et la liberté, leur liberté à eux, quoi, hein, finalement, le fils de la bourgeoisie, c'est la restauration de la consommation, c'est-à-dire la restauration de la consommation. C'est Freud. D'accord. Oui, oui. Et alors là, le dernier truc aussi, là, une dynamique est créatrice de l'ontologie. L'être est produit par une son dynamique histoire. est créatrice. Alors, une dynamique, ça veut dire une dynamique, il le dit à un autre endroit, je crois, une dynamique de classe est créatrice. Il le dit en haut de la page aussi, page 246, tu verras.
Donc, il parle de la psychanalyse. Donc, elle, la psychanalyse, répond à une nécessité de l'encadrement des services de la nouvelle société, une dynamique de classe et créatrice. Comme il y a plus de, avec la révolution industrielle, il y a beaucoup plus de, la production a augmenté. Il faut bien, effectivement, il faut bien consommer tout ça. Il faut qu'il y ait des, voilà, dans les usines, voilà, il faut des contremaîtres, et puis des managers ensuite. Voilà, donc une dynamique de classe. Quelle ligne en haut, quelle ligne? En haut, c'est la première ligne. Elle répond, Ah, c'est-à-dire, d'accord. elle répond à une nécessité de l'encadrement des services. Parce qu'en fait, ouais, c'est ce que tu disais là, une dynamique, c'est une dynamique de la production, quoi. Une dynamique de la production est créatrice de l'ontologie. Alors l'ontologie pour lui, c'est c'est la psychanalyse, quoi. C'est-à-dire que c'est le fait que dans la psychanalyse, le sujet est reconnu comme historicité. C'est-à-dire c'est une nouvelle ontologie. Avant, il en a parlé avant tu avais une ontologie éternitariste du sujet. C'est-à-dire que le sujet, voilà, il était là de toute éternité et puis point barre, quoi. En gros, c'est Descartes, quoi, hein. Depuis la modernité, on est quand même là-dedans. Donc, voilà, donc c'est une dynamique est créatrice de l'ontologie, c'est-à-dire qu'on change d'ontologie avec la psychanalyse finalement, puisque l'historicité d'éternitarisme du sujet qui ne bouge pas, voilà, qui est là de toute éternité, on passe à une historicité du sujet. Mais elle est simplement au niveau de l'organo-affectif, pas au niveau du politique, ni d'ailleurs, il va le montrer, du sensible. C'est-à-dire on a un changement, finalement, il y a une ontologie il y a une dynamique qui est créatrice d'une ontologie. D'ailleurs, à mon avis, quand tu passes du Moyen Âge à la modernité, là aussi, tu as une dynamique, c'est la dynamique du capitalisme naissant finalement, et qui est génératrice d'une ontologie, quoi. L'ontologie de Descartes, quoi. Je pense donc je suis, quoi. Donc tout ça, c'est on pourrait sans doute dire que là aussi, au moment de la transition entre voilà, le Moyen Âge tardif et puis la modernité, ben, il y a un changement il y a une création, il y a une dynamique, celle du capitalisme, qui est naissant et qui est créatrice d'une ontologie qui est celle de Descartes, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui arrive à ce moment-là, quoi, et dans laquelle on est encore, quoi, finalement, quoi, parce qu'on est plus ou moins, quoi. Donc, Peut-être, on a déjà. Ça résonne, je sais pas pourquoi ça résonne. ah, ah bon? Mais bon, c'est pas grave, c'est pour moi. Euh, on a dit plein de choses la semaine, il y a 15 jours sur ça. On fait, c'est horrible de s'entendre, hein. Ah oui, ça réverbère plutôt, alors. Mais pourquoi ça réverbère? Je sais pas Je sais pourquoi. pas. Moi, ça Ça réverbère pas. réverbère toujours? Non, mais quand Non, j'éteins, ça réverbère plus, évidemment. chez nous, ça réverbère pas. Bon, ben, oui, oui, je disais que on fête le centenaire de Pasolini, Oui. c'est le même sur le passage d'un capitalisme primitif ou un capitalisme fondé sur sur la consommation, enfin sur la valorisation de enfin, c'est ce que développe par ailleurs Kluskar, hein, j'y reviens pas. Et de ce point de vue, la psychanalyse, alors il y a la psychanalyse comme pratique, bon, ben, il dit des choses là-dessus, mais son statut un petit peu d'époque, enfin sa place dans l'époque, c'est qu'en fait, quand on dit que la névrose, oui, parce que
parce qu'on change complètement de registre. Enfin, le sujet lui-même, il est interpellé par la transformation du capitalisme, quelque part. Alors, il le fait sous le mode de la thérapie, au sens où il s'agit effectivement de se libérer de la névrose, de la culpabilité, y compris de la culpabilité de la consommation. Enfin, voilà, enfin, c'est dit dans le texte. Hein. Mais alors, je pense qu'effectivement, c'est intéressant de le penser comme ça. Mais par rapport à notre époque, je pense que le capitalisme, en fait, dans ce qui est pointé là, avec l'arrivée de la psychanalyse comme discipline, enfin, son statut institutionnel, je dirais, quelque part, c'est aussi la mise en cause des autorités traditionnelles, je dirais, quelque part. Et y compris et le plein développement, y compris, enfin, y compris le capitalisme d'aujourd'hui par rapport à celui de Kluska, qui était déjà en émergence à l'époque, dans les années 80, 70-80, c'est qu'on est passé quand même d'une société hiérarchie, où le capitalisme est plus pervers encore que l'autorité du maître de forge, je dirais, quelque part, ou du taulier qui possédait les mines de charbon. Aujourd'hui, le capital, quand il investit la sphère du désir, mais la sphère du désir de consommer, mais aussi la mobilisation du sujet dans son psychisme, quelque part. Puisque, en fait, le problème n'est pas simplement de produire ce qu'on demande de produire, mais c'est de faire toujours mieux et d'intégrer les prérequis capitalistes. C'est-à-dire que l'objectif, c'est. Et de ce point de vue, il est intéressant de voir comment la psychanalyse elle-même. Enfin, parce que la psychanalyse, on peut le prendre comme Kluska en partant d'une analyse institutionnelle ou politique, mais on peut aussi regarder à l'intérieur d'elle-même, enfin regarder ce que disent des ça ne retire en rien à la critique qui peut être faite au fait que la psychanalyse ne provoque pas la révolution. En même temps, il n'est pas inintéressant de regarder quand même ce qui s'y fait. Alors, je terminerai là-dessus. Je dirais qu'aujourd'hui, par rapport à la psychanalyse, mais j'irai même un peu plus loin, ce qu'on appelle la clinique, c'est-à-dire la prise en compte de la souffrance du sujet, quelque part, dans sa dimension, pas seulement physiologique, mais psychologique. Actuellement, il y a tout ce qui se traite là-dedans, enfin, tout ce qui se travaille ou se travaille pas. Enfin, il y a beaucoup de fumée, mais ça pose, enfin voilà, c'est encore une autre chose que la psychanalyse au sens de l'individu sujet individuel qui va s'allonger sur le divan. Alors ça pose quand même un texte, enfin pour moi en tout cas, hein, c'est que les sujets aujourd'hui dans la société capitaliste marchande financiarisée, il est clair qu'ils ne vont pas bien. C'est-à-dire qu'il y a, alors évidemment, selon, quand on fait partie de la race des seigneurs, là, il n'y a pas de souci. Mais déjà, même déjà l'encadrement, c'est déjà beaucoup plus compliqué parce que, y compris, et quand je parle encadrement, je pense aussi corps intermédiaire, enseignant, etc. Hein. Mais quand on est dans la précarité, complète, c'est-à-dire qu'avec la dissolution des solidarités historiques et de ce qui faisait vivre le populaire, je dirais quelque part, hein, le syndicat, le parti, les associations en lien avec tout ça, on a des précaires, on a des gens qui sont, enfin, qui peuvent être très, très, très fatigués et très en souffrance, jusqu'à même anesthésiés à réagir quelque part. Ce qui amène certains
alors dans le corps, plus ou moins quand même dans le corps réformiste, il ne faut pas s'en cacher, mais c'est quand même enfin, à dire que il faut une thérapie. Il y en a même qui disent qu'il faut préparer à la révolution, c'est à la fois conscientiser et c'est aussi restaurer la capacité des individus à s'organiser. Alors, bon, alors ça, tout ça, ça va bien au-delà de notre texte, mais et en même temps, je dirais que je ne dis pas que bon, ces chantres de la thérapie enfin, de la thérapie enfin, de la clinique, etc., c'est souvent des psychos, etc. En même temps, quand on regarde bien, il me semble quand même que les gilets jaunes, les formes, les formes de sociabilité qui sont construites, c'est aussi la restauration de la capacité individuelle et collective d'agir, mais tout le monde n'a pas été gilet jaune. Et puis est-ce que et comment y compris on pourrait, je terminerai là-dessus parce qu'après je vais beaucoup trop loin. Comment les institutions, y compris qui veulent du bien aux personnes, aux familles, à tout ce qu'on veut, elles pourraient ou pas en prenant peut-être en compte ce qui s'est passé en Amérique latine avec les logiques de conscientisation dans le champ chrétien ou pas d'ailleurs, hein, mais voilà, de repolitisation du social, hein, quelque part. Voilà, je m'arrête là, mais voilà, moi, il me semble que ce paragraphe, il est intéressant. Mais enfin, on ne va pas reprendre toute la discussion qu'on a eue depuis 15 jours, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que c'est c'est intéressant. Donc, enfin, ce qu'il faut bien voir, c'est que là, ce que cherche Kouskar, hein, c'est toujours le fil conducteur de la logique de la production, hein. Il est toujours là-dedans, hein, donc, et il la traque au niveau de cette nouvelle ontologie, donc qui est l'émergence de cette nouvelle ontologie, selon lui, qu'est la psychanalyse, hein, et donc il le fait donc en montrant que c'est une dynamique qui la crée finalement, une dynamique du capitalisme concurrentiel, hein, qui produit beaucoup et qui finalement, il le dit, hein, une ontologie, une dynamique et créatrice, une dynamique de classe et créatrice de l'ontologie. Donc c'est bien la production, si tu veux, de biens, voilà, avec la révolution industrielle, etc., qui voilà, génère une ontologie dont la société a besoin finalement pour Moi, je l'encadrement, pense. etc. Donc, euh, il est. attends, attends, je finis juste deux mots pour ça. Moi, je pense que c'est pas seulement ça. C'est que je pense que euh, la psychanalyse, c'est le rapport au désir, si j'ai bien compris quand même, le refoulé, le désir du père, de la mère, du grand-père, l'Oedipe et tout ce qu'on veut. Moi, il me semble quand même que l'émergence de la psychanalyse est aussi quelque part le symptôme que le capitalisme investit le champ du désir lui-même. Et c'est un petit peu ce que dit Pasolini d'ailleurs dans les années 60-70, quand il dit l'ancien fascisme l'a joué à l'autorité, mais les gens dans son dos, ils vivaient comme ils pouvaient, mais, enfin, mais le nouveau capitalisme moderne style des années 60-70, il joue sur le désir, il investit sur de la consommation. Et par rapport à mon propos tout à l'heure, peut-être un peu confus et un peu trop long, il investit aussi le champ du désir dans la sphère même de l'activité et de la production. Puisque aujourd'hui, on ne demande pas simplement aux gens de réaliser une commande précise, on leur demande de s'investir complètement, et y compris de régler les problèmes qu'ils ne peuvent pas régler, et d'affronter des contradictions. Non, mais c'est Il me sûr. semble que De toute façon, c'est symptôme de ça. Je m'arrête. non, mais Kouskar le dit aussi, hein, les nouveaux marchés du désir, si tu veux, effectivement, ils émergent à partir du plan Marshall jusque dans les années 60, avec le mai 68, un peu comme
un sociodrame pour débloquer les vieilles traditions ancrées, républicaines, etc., quoi. Donc, on est toujours là-dedans, mais on est toujours. Pourquoi il y a des nouveaux marchés du désir aussi? Bon, d'une part, parce qu'effectivement, bon, il y a deux choses, quoi. Il y a d'une part, comme il dit, une formidable production industrielle de produits. Donc, si tu produis, donc tu fais du profit. Mais il faut bien écouler la marchandise, quoi. Donc, ça va être des nouveaux gadgets, des nouvelles choses qui vont en même temps être des moyens d'occulter, de nier le politique, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait péril en la demeure, puisqu'il y avait des PC à 30%, il y avait l'Union soviétique qui avait avancé de 3000 km. Et Hitler n'avait pas gagné la guerre contre le communisme. Donc, il a fallu procéder autrement. Mais donc, cette dynamique-là, c'est bien une dynamique qui s'appuie sur la production, une production industrielle de plus en plus importante. Et donc, quand tu produis, il faut bien d'abord encadrer et puis ensuite consommer, quoi. Parce que plus tu produis, plus tu produis et plus tu fais de profit, quoi. Puisque c'est le profit se fait à partir du capital vivant et pas du capital mort. Donc, peu importe ce que tu produis, quoi. Tu peux produire des trucs qui ne servent à rien, mais voilà, donc qui sont des signes comme ça. Mais donc, il y a une foule de biens, et donc la problématique de la production et de la consommation est centrale en tant que dynamique, quoi. Oui, mais ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je propose qu'on poursuive, mais simplement, moi, il me semble que ce qu'il y a de nouveau avec le capitalisme, c'est pas simplement parce qu'il produit beaucoup plus et qu'il faut l'écouler, même si c'est important, c'est que la sphère du désir, enfin, la sphère du désir investit pour que les gens consomment, et y compris, c'est un moyen aussi de battre le socialisme, puisqu'effectivement, on nous présente les magasins en URSS avec 3 boîtes de conserve, enfin une seule marque, etc. On me dit, et puis, c'est la sphère du désir lui-même qui devient un champ de marchandisation. La sexualité, enfin, c'est tout ce qui va développer, Kluskar, hein. Et le désir lui-même est investi dans la psyché du travailleur lui-même, puisque ce qu'on lui demande, c'est pas simplement de. Il y a une prise en main du sujet beaucoup plus forte par la valorisation du capital et on a une sorte d'intégration quelque part. Enfin, mais oui, mais enfin, c'est ce que dit Kluskar aussi, si tu veux, la consommation, le travailleur n'y a pas droit. Il a droit qu'aux biens d'équipement et des ménages, hein. La machine à laver, comme dit Kluskar, c'est pas un bien de consommation, c'est parce que pour gagner plus de temps, pour être plus disponible pour aller au boulot. La bagnole, c'est pareil. Donc, le travailleur n'est pas tellement, si tu veux, n'est pas tellement investi justement la sphère de la consommation. Kluskar le dit, hein. Donc, il disait que, voilà, il contredisait, si tu veux, Marcus, qui disait que, voilà, le travailleur se serait vautré dans la société de consommation, se serait vendu pour un plat de lentilles, quoi. Or, Kluskar montre bien que tu ne consommes pas des biens d'équipement ménagers et collectifs, quoi, hein. Donc, ça, c'est pas de la consommation. Il établit la consommation au niveau parasitaire, donc consommation, comme il dit, libidinale, ludique, marginale. Mais celle-ci, elle est interdite aux producteurs, aux travailleurs, quoi. Elle est que la consommation des nouvelles couches moyennes, quoi. C'est la nouvelle couche moyenne. Ça, il faudra regarder ça aujourd'hui de près, puisque la consommation, c'est une injonction contradictoire. Parce qu'avec le crédit et avec le système mondial des bas coûts, moi, par exemple, un exemple tout con, mais le voisin de ma mère qui travaille
pour une boîte de travaux publics sur la voirie. Donc, c'est un mec qui bosse de ses mains et c'est un mec qui n'a pas un revenu. Ben, mais il n'empêche que c'est le genre de type qui c'est plus subtil encore que ça. Alors, ça ne veut pas dire que les mecs, il faut pas après qu'ils revendent leur baraque parce qu'ils n'arrivent plus à payer. C'est très. Mais la sphère du désir investit aussi. Regarde, y compris le téléphone portable. Regarde les baskets. C'est de la folie. Et alors, ça veut pas dire que il y a le réel qui finit par arriver, parce que de toute façon, quand tu as 1000 balles par mois, tu ne peux pas dépenser plus. Mais il n'empêche que il y a une exploitation, notamment au travers de la vente à crédit, et puis par rapport aussi à toutes les logiques de bas coût et de système. Le portable, c'est tout à fait fantastique comme outil, Oui. comme exemple. Le portable, en fait, on te vend le portable à partir du moment, en fonction de ce que tu peux payer. Ce que tu peux payer en France, en Afrique, c'est les mêmes portables. Mais voilà, donc je propose qu'on continue parce que sinon on sort du texte. Oui, non, mais c'est vrai que c'était. Bonjour Michel d'abord. Hein. Ça va? On t'entend pas? On t'entend pas? Vous ne m'entendez pas? Ah si, là maintenant, oui, oui, oui. Ah bon, d'accord. Maintenant, on t'entend bien, voilà. Donc, non, mais c'est vrai que c'est. Alors, je pensais quand même parce qu'effectivement, on disait Rousseau, maître de Clouscar, etc. Mais il y avait comment Rousseau finalement, il intervient dans le débat politique avec son discours sur l'origine des inégalités entre les hommes, etc., qui est un livre qui répond à Bernard Mandeville, hein, qui était justement à cette époque-là, donc avec la fable des abeilles, un ouvrage très discuté et controversé apparemment. Et donc l'essentiel de sa thèse, c'est, je crois, en partie là-dessus, quoi. Donc c'est vrai que là aussi, on peut faire un parallèle, si tu veux. À ce moment-là, c'était aussi une répression et une consommation débridée que préconisait Mandeville, quoi, hein. C'est-à-dire, effectivement, il y en a qui sont là pour jouir et pour consommer, et puis il y a tous les autres qui sont là pour marner, quoi, et de manière tout à fait assumée, quoi. C'est-à-dire que le type disait ça, voilà, crûment, quoi. Là, de manière pas du tout esthétisée, quoi, comme après pourront le faire Deleuze, Anco et Foucault, etc., comme le dénonce Kouskar. C'est-à-dire que là, tu avais autant de Rousseau, bon, bah, tu avais effectivement, c'est une réponse à Mandeville, hein, et donc c'est une réponse à cette pathologie, quoi, qui proposait comme mode de vie en société. Et voilà, et après, d'ailleurs, ça a donné finalement la Révolution française, hein, Rousseau, hein. Donc, et avec, bien sûr, la récupération in extremis de cette révolution par la bourgeoisie et la restauration. Mais quand même, ouais, on est sur des problématiques là, effectivement, et là, c'est bien aussi Mandeville, c'est bien le rapport de la production et de la consommation. C'est-à-dire, certains produisent, et voilà, et d'autres consomment le désir libre, etc., quoi. Donc on est là-dedans, mais là, c'est de manière beaucoup plus crue, hein. Je dirais que là, ce que dit Kouskar avec ces rapports esthétisés, si vous voulez, donc à travers la névrose qui devient en quelque sorte une mode et qui voilà, est un élément pour dépasser la culpabilité du fait que la nouvelle bourgeoisie ne consomme sans produire. Et donc, ça se dépasse au niveau de l'esthétisation. Ça ne se dépasse pas de manière crue, quoi, comme Mandeville l'avait fait. Donc, si tu veux, à mon sens, comment Kouskar répond à Deleuze & Co. Et Foucault, etc., sur cette esthétisation, finalement, de la répression sur le producteur, de la consommation et
la voilà, de la permissivité sur le consommateur, quoi. Il répond voilà, de la même manière que Rousseau a répondu à Mandeville, c'est-à-dire que voilà, je pense qu'il y a quelque chose à mettre en parallèle. Hein. Et Kouskar, comme on disait, était le maître. Rousseau était le maître de Kouskar. Quoi, hein. Donc, il a fait d'ailleurs un bouquin sur lui qui s'appelle De la modernité, Rousseau ou Sartre. Voilà. Donc, on avait voilà. Donc, je pense que c'est important. Voilà, donc comme le disait Antoine, une dynamique est créatrice de l'ontologie. Ça, je pense qu'il faut effectivement le retenir. Et puis également, là-haut, je voyais aussi, en fait, lorsque la bourgeoisie libérale domine le champ de la production, qu'elle ne se libère plus des inhibitions de la tradition, c'est-à-dire que finalement, elle a balayé la tradition, finalement, là, c'est acquis, quoi. Donc, elle a balayé le père de la société de l'avoir. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle profite du prolétariat. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a balayé ce qui pouvait être vu comme une émancipation, disons, la répression du père bourgeois, à ce moment-là, une fois qu'elle a fait ça, ben, elle est disponible pour de profiter du prolétariat. Voilà. Voilà, donc je ne sais pas, est-ce que vous avez Je ne vois plus. des choses à rajouter? Non, mais moi, je voulais reprendre pour Michel, mais il est parti. Il est pas, il est est pas à parti. son. Il est Pas. parti. Bah, il est peut-être un. Oui. Oui, oui, bah, Il est arrivé. voilà, on va lui demander s'il veut dire quelque chose. Et puis, Bon, je reviens. voilà. Donc les couches, donc les couches moyennes, elles dilapident la propriété du père et après la production de la classe ouvrière. Non, une fois qu'elles ont acquis, finalement, une fois qu'elles se sont opposées de manière d'ailleurs assez légitime à la répression du père, la société victorienne, etc., une fois qu'elles ont balancé le père donc, et qu'elles n'ont plus à se libérer de ces inhibitions de la tradition, elles sont totalement disponibles pour profiter du prolétariat. C'est-à-dire qu'une fois qu'il n'y a plus à se libérer du père, bon, bah, qu'est-ce qu'elles font? Elles profitent simplement du prolétariat, quoi. D'après ce que Kouskar dit. Et pourquoi pas avant? Ah ben, elles en profitent aussi avant. Mais si tu veux, une fois qu'elles font les deux avant, tandis que une fois qu'elles se sont émancipées du poids de la tradition, c'est arrivé, on peut dire que 68 a été quand même le marqueur de ça, quoi. On s'est émancipé en 68 du père bourgeois oppresseur. Et après, une fois qu'on s'en est émancipé, ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, il ne reste plus qu'à profiter du prolétariat, quoi. Donc, c'est ce qu'ils ont fait en se drapant de l'émancipation, disons, du droit à l'émancipation de manière sociétale, etc. Voilà, voilà. Donc, je ne sais pas. Michel, tu veux ajouter quelque chose? Ajouter quelque chose à quelque chose que je n'ai pas entendu. Tu n'as Ça, pas c'est un entendu. prodige. Non, on a repris. Qui en On a sont repris. capables, hein, non. On a repris ce qu'on avait fait la dernière fois, bon, en t'attendant un peu. Et puis, voilà, alors, juste, je vais devoir partir. Ça va devoir se terminer à 16h moins 5 parce que je dois partir à un truc, à une conférence. Et puis, voilà, donc, on verra. Donc, on a repris exactement, on s'en est arrêté là où on s'en était arrêté la dernière fois. On a un peu revu des notions, etc. Donc, peut-être on peut continuer maintenant, alors. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou à moins que quelqu'un ait des questions. Non, continuons. Continuons. Alors,
Mais cette dynamique, alors il parle de la dynamique du sujet dont il vient de parler, de l'historicité du sujet, Ça, quelle page, s'il te plaît? 246. Oh, vous êtes revenu en arrière. C'est le dernier paragraphe. Non, non, Bon. on n'a pas encore lu ça. Ah bon, d'accord. Donc, le dernier paragraphe, hein, met cette dynamique, hein, la dynamique de la psychanalyse, l'historicité du sujet, doit aussi être définie selon un référentiel logique, comme le plus grand parcours variable maximale. Or, la psychanalyse ne répond pas à cette nécessité épistémologique. L'historicité parcellaire du sujet est proposée comme nature humaine. Celle-ci est alors limitée, comme est limitée l'extension du sujet. Cette nature est réduite à l'organico-affectif, à un moment de la culture du corps. Ce stade culturel du corps est défini comme le corps. L'hypostase d'un moment est alors identifiée à la totalité du parcours. Ainsi, la nature humaine est doublement amputée, non seulement du politique, mais du sensible. L'univers perceptif, gestuel, l'expansion du corps dans la nature naturée sont ignorés ou niés. C'est que ce mode d'existence s'ouvre sur un fonctionnel gestuel, alors c'est le fonctionnel que lui, Kouskar, décrit pour sa notion de l'historicité du sujet, c'est que ce mode d'existence s'ouvre sur un fonctionnel gestuel dont la finalité est pratique. La négation de cette pratique et technicité se renforce de la négation de tout relationnel avec l'institutionnel historique du macrosocial, avec les conduites constituées par l'histoire. Le monde de la praxis est nié par l'hypostase organico-affective. Le corps est ainsi réduit à sa moindre activité. Son énergie est niée, au-delà des fixations au père et à la mère. Le corps est pure passivité. Sa réceptivité est réduite à l'univers de la sensation dont la grille interprétative, selon la grille interprétative des fixations affectives. On peut peut-être s'arrêter là, je pense que, parce qu'il y a pas mal de choses hein, là, quand même. Donc là, il progresse et donc il dit que cette dynamique doit aussi être définie selon un référentiel logique. Alors, voilà, la psychanalyse, donc, pour lui, est limitée donc, à l'aspect, à l'organico-affectif. Donc, à travers les relations, l'évolution des relations dans la cellule familiale, père, mère, etc. Et il dit aussi que l'hypostase de ce moment-là est à tort identifiée à la totalité du parcours. Effectivement, on résume finalement toute la nature humaine à ces problématiques du rapport organico-affectif donc à la mère, au père, etc. Et que donc, du coup, on nie apparemment deux choses, hein, il dit, le politique et le sensible. C'est-à-dire que le politique, ou la dimension politique de classe, donc, est finalement niée, quoi, hein, historique, sociale, et pour le coup réduite à néant, quasiment. Et puis également le domaine du sensible, c'est-à-dire qu'effectivement, comme ce gestuel-là, il n'est pas gestuel pour rien, mais il est gestuel dont la finalité est pratique. Donc,
tout ce sensible, cette gestuelle, cet apprentissage de la gestuelle pratique dans un but pratique est finalement nié par le discours psychanalytique qui, donc, lui, focalise l'essentiel sur l'organico-affectif dans la cellule familiale. Donc, tout ça, c'est une amputation, finalement, selon Kluskar. Hein, le monde est nié par l'hypostase organico-affective. Le monde de la praxis est nié par l'hypostase organico-affective, quoi. Donc, au niveau du sensible, enfin, tout va dans le même sens, hein, dans ce paragraphe. Voilà, des grilles interprétatives extrêmement limitées, parcellaires, une historicité parcellaire, hein, du sujet, est proposée comme nature humaine. Hein, voilà, donc c'est une extraction, voilà, et donc dont on est sommé de penser que c'est voilà, la nature humaine. Oui, bon, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des choses à dire sur ce paragraphe? Il réduit tout au complexe d'Oedipe, quoi, finalement. Ben oui, il réduit tout. Et c'est pas qu'il nie le complexe d'Oedipe, quoi. C'est que effectivement, il montre, il pointe que la psychanalyse ne va pas au-delà, ne va pas chercher au-delà de ce rapport, donc à la mère, au père, hein, donc au sein de la cellule familiale. En nous faisant croire que la société est une cellule familiale, quoi. Oui, c'est ça. Mais il dit aussi que c'est une amputation du corps, quoi, parce que le corps, il n'est pas que ça, quoi. Le corps, en gros, c'est, je pense, son bouquin, la génétique, enfin cette partie-là, la génétique du sujet, hein, c'est sur justement comment tout ce que ne dit pas la psychanalyse, c'est-à-dire comment l'expansion du corps dans la nature naturée, hein, donc l'expansion du corps, donc du gestuel, dont la finalité est pratique. C'est-à-dire que c'est toute cette dimension-là qui, dans la psychanalyse, est niée, n'est pas abordée, et fort close, peut-être, on pourrait dire. Voilà, c'est pas son problème. Et donc, par contre, effectivement, elle se pose en interprétation, en grille d'interprétation de la nature humaine, quoi. Donc il y a oui, il y a un déséquilibre du sujet parce que déjà le bourgeois, quoi, ils, ne, ils consomment ce qu'ils n'ont pas produit et ils ne sont pas en contact avec le réel, quoi. Oui, mais là, on est au niveau. Là, ce dont il parle, c'est plus tellement du bourgeois, c'est au niveau de l'épistémologie, quoi. Qu'est-ce qu'on nous propose comme interprétation pour la nature humaine? C'est-à-dire que comment la psychanalyse met l'accent sur une période très spécifique dont elle identifie à la totalité du parcours. Il le dit, hein. L'hypostase d'un moment est à tort identifiée à la totalité du parcours. C'est-à-dire que c'est une grande amputation, finalement, de tout ce qui est le sensible et le politique. Oui, c'est ça. Le corps, il est bien plus que les considérations organico-affectives de la psychanalyse. Oui, la solution pour sortir du refoulement, c'est que, en fait, tu devrais consommer ce que tu produis, quoi. Ah, bah oui, oui, ça, effectivement,
Mais la psychanalyse intervient, d'après ce que dit Kouskar, justement pour déculpabiliser celui qui, de toute façon, consommera sans produire, quoi. Il est donc, il le dit, elle est d'abord régulatrice, ensuite elle est curative, et enfin elle devient une mode, c'est-à-dire qu'elle passe dans l'intersubjectivité, quoi, comme esthétisation finalement en gros du capitalisme, quoi. Tu retournes à tes instincts. Non, oui, c'est une. Tu es en dehors du. Donc il y a un déséquilibre chez celui qui. Il y a un déséquilibre politique et existentiel chez celui qui consomme sans produire. Ah bah oui, de toute façon. Il ne peut pas être épanoui. Bah, de toute façon, même s'il aliène lui-même est aliéné, quoi. Il est aliéné, oui. Ouais. En aliénant les autres, il s'aliène. Bah oui, il s'aliène, oui, parce qu'effectivement, l'oppresseur, comme dit Rousseau, il est encore plus opprimé que au début du contrat social. Tout homme né libre et égaux en droit, celui qui se croit libre est encore plus esclave que ceux qui l'oppriment. Oui, mais il y a surtout égal, quoi. La dialectique du maître et de l'esclave, c'est ça, c'est de dire qu'effectivement, certes, le maître profite de l'esclave, mais l'esclave n'a pas besoin du maître, quoi. Finalement, il peut transformer le monde lui-même, parce que le maître a toujours besoin de l'esclave pour faire une médiation entre lui et le monde, quoi, finalement. Donc, celui qui est aliéné vraiment, c'est le maître aussi, quoi. À un moment donné, et Rousseau aussi dit à un moment donné, là, je ne sais plus, dans l'Émile, où à un moment donné, il éduque un fils de noble, etc. Et puis il lui dit, bah ouais, il faut absolument qu'il apprenne un métier, quoi, un métier manuel, parce que si jamais les choses venaient à empirer pour sa classe, eh bien, il faudrait qu'il puisse se débrouiller tout seul, quoi. C'est-à-dire qu'il... Mais ça dans les 1000. Ah oui, je crois, oui, il y a un truc comme ça. Ouais. Donc il justifie en retournant en niant la nécessité du contrat social, en niant celui qui profite, il doit nier l'organisation de la société, quoi. Il doit nier la société, quoi. Ah oui, il tombe dans l'individualisme de sa partie animale, quoi. Il nie l'équilibre de la société où tout le monde doit produire, quoi. Ben oui, ça c'est. Ou en tous les cas, c'est clair que c'est ce que Kouskar dit, effectivement, l'éthique de la praxis, quoi. Donc, tu dois produire autant que tu consommes. Voilà. Michel. Je pense que ce que Kouskar dit, d'une manière qui lui est propre, moi que je trouve un peu complexe, c'est que finalement la psychanalyse est construite, la réflexion de Freud est construite sur un refoulement qui est celui de l'histoire et de la société. Ce qui nous est proposé au travers de la psychanalyse, c'est une conception de l'homme reposant sur la notion de nature, alors une nature d'un type particulier, qui résiderait dans le triptyque fondamental du sujet, de son père, de sa mère, de la famille. Mais ça reste quelque chose qui est en dehors de l'histoire.
qui est en dehors de la socio-historicité et sur laquelle la socio-historicité n'a pas d'influence véritable, ne détermine pas, n'a pas de rôle déterminant. Il faut comprendre que Freud est un médecin qui cherche à établir une sorte d'algèbre du psychisme ou d'arithmétique du psychisme. Au départ, c'est son projet, une science du psychisme. Science où on a pu l'entendre, et donc trouver le noyau rationnel de toute forme d'expression humaine, de toute forme d'incarnation humaine, d'histoire humaine, l'histoire personnelle, de l'histoire des sujets. Et il va le chercher dans quelque chose qui implique nécessairement qu'on fasse le vide des autres déterminants et qu'on pose, on hypostasie une forme de déterminant, l'inconscient. À cette époque, c'est très courant. C'est un mode de pensée très courant. Il y a la même réduction sur un autre terrain et avec d'autres concepts chez Husserl. On a la même réduction dans les prémices de la linguistique formelle. On a la même réduction en mathématiques dans les analyses de Frege, par exemple, sur la sémantique des langues formelles. C'est quelque chose de contemporain et je crois qu'effectivement, ça a quelque chose à voir avec le stade atteint par la société capitaliste de la fin du 19e et du début du 20e, en même temps que ça a évidemment une consistance épistémologique très forte et qu'il faut combattre. Bon. Je crois que il faut quand même pas ignorer les tentatives de la psychanalyse à sortir de cette impasse. On ne peut pas non plus ignorer, en tout cas sans les discuter et sans établir un bilan critique, les résultats de la psychanalyse. Voilà, je pense qu'il faut se garder de tout jugement rapide, y compris pour rester fidèle à Kluskar, parce que Kluskar dit bien qu'il n'y a pas que des mauvais côtés dans la psychanalyse. Il y a une tare congénitale de la psychanalyse qu'il explique dans ce paragraphe, qu'il a expliqué dans de nombreux autres paragraphes, mais il n'en reste pas moins qu'il y a autre chose dans la psychanalyse. Moi, j'aurais tendance à aller plus loin et à me poser la question, est-ce que finalement, y compris ce rapport fondamental et inaugural de l'enfant à la mère n'est-il pas déjà un rapport social? Et n'est-il pas déjà marqué par, ou je dirais, enchâssé dans le système de rapports sociaux tel qu'il existe au moment où l'enfant naît? Est-ce qu'il n'y a pas dans le rapport de la mère à l'enfant ou du père à l'enfant, du père au sujet, quelque chose qui est déjà de l'ordre du politique? Alors pas au sens du politique de la politique de la production, mais la politique de l'autorité, de la politique de la structure, de la structuration sociale et de la hiérarchie, de l'apprentissage, de l'intégration ontogénétique de la hiérarchie. Voilà. C'est-à-dire que moi, je ne raisonne pas en termes de modules qui viennent s'ajouter et se complètent. Je raisonne en termes même du rapport politique dans l'ontogénèse. Parce que là vraiment, j'ai décidé d'aboutir parce que... On a coupé Antoine parce qu'il parlait fort. Oui, non, oui, effectivement. Antoine, là.
Oui, non, parce il parlait avec quelqu'un d'autre, quoi, au téléphone, vraisemblablement. D'accord. Mais non, non, là, ce que je te rassure, hein, parce que c'est exactement ce que va faire Kluskar après, quoi, hein. Donc, il est bien donc montrant effectivement à partir de la matière organique là et sans plus aucun voilà référent symbolique, hein, puisque là il part de la matière organique et comment s'organise le corps donc en vue de la pratique, quoi. En vue de la pratique et voilà l'aspect sensible qui est complètement occulté par d'après lui, hein, par la psychanalyse qui oriente ça finalement que du côté globalement, voilà, la sexualité, etc. Donc, pas que, mais enfin bon, il y a pas mal ça. Donc là, c'est une autre dimension de la nature humaine, hein, puisque on sait qu'effectivement, la pratique et la praxis sont centrales comme le dit Marx et bien d'autres, donc dans cette nature humaine. Voilà. Donc comment non plus au niveau, disons global, mais au niveau de la mécanique fine, ça se régule à partir de voilà comment à partir de la matière quoi finalement et à disposition et donc voilà donc il va suivre de manière logique la constitution du sujet social, quoi, hein. Ben ça c'est effectivement ce qu'il va faire dans les pages qui vont suivre, quoi. Donc ça, on aura le temps de voir il réussit son coup ou pas, quoi, hein. Moi, les vagues souvenirs que j'en ai, c'est que c'est extrêmement puissant, quoi, hein, et ça vaut le coup, ça vaut le détour, quoi. Voilà, donc là, il situe dans un premier temps sa propre dynamique du sujet, hein, puisqu'il finit le paragraphe d'avant par c'est dans ce sens que nous définirons aussi la dynamique du sujet, donc sa propre dynamique du sujet comme historicité. Mais là, il pose qu'effectivement, ça ne sera pas il va dépasser l'hypostase organico-affective de la psychanalyse pour donner beaucoup plus de volume finalement à ce sujet qu'il n'en a dans la seule psychanalyse, pour lui donner notamment, bien qu'il ne nie pas que là aussi, bon, ça soit à prendre, hein, mais ce n'est qu'un moment finalement, un moment du parcours, quoi, hein, la psychanalyse, et ça ne rend absolument pas compte de la totalité, quoi. Donc lui va la compléter par la dimension politique et la dimension sensible. Le corps, effectivement, comme voilà, qui s'ouvre sur un fonctionnel gestuel dont la finalité est la pratique, quoi. Et c'est pas évident, quoi. Ça va pas de soi, quoi. Donc, comment ça s'est constitué, quoi. Écoute, on va voir hein, ce qui va Voilà. venir après. Autrement, moi, je partage ce que dit Michel sur les limites de l'apport de Freud, au sens, y compris, bon, j'ai passé un an dans un truc qui s'appelle psychosociologie, évidemment. Alors, évidemment, on pense, il y a un certain nombre de gens qui, en gros, il y aurait deux faces qui seraient, en fait, selon le coup de projecteur qu'on a, mais que ces deux faces seraient quand même une dimension du réel. Or, les sujets ne sont pas enfin, c'est une totalité. C'est pas, et effectivement, l'histoire, l'Oedipe, l'Oedipe même est certainement un produit historique. Et effectivement, une des difficultés parce que derrière Freud, en arrière-fond, au travers, c'est pas que le refoulé, c'est le problème de la pulsion quand même. En fait, on serait quand même habité
de pulsions absolument compliquées, ce qui n'est pas faux forcément quand on voit ce qui se passe à ce niveau-là, mais, bon. Mais il y a une critique enfin, contre la dimension trop biologisante et trop organiciste de Freud, au sens où il est évident que le social on est bien un sujet qui s'approprie le social, donc on est bien un sujet qui s'auto-construit. Et donc il y a bien une base, biologique. Hein, c'est clair que c'est pas, ça ne suffit pas à se faire des idées, mais en même temps, bon, il y a quand même une vision quand même très, effectivement, en gros, enfin, c'est une sorte de vision un peu, une sorte de généalogie de la civilisation qui aurait effectivement vaincu les pulsions les plus. Enfin, c'est une certaine manière. Ça veut pas dire qu'il n'y ait pas enfin, qu'il y ait rien à retirer pour comprendre le processus de monétisation. Mais voilà, quoi, c'est un peu. Il y a quand même. Enfin, c'est une vision qui est quand même qui peut être aussi très pessimiste, même si elle a même s'il y a une pratique qui cherche à libérer. En fait, quand l'être humain est quand même très enfermé dans ses passions, quand même, hein, et des passions qui sont un peu ahistoriques, alors que Oui, Kouskar là, a l'air de dire effectivement que c'est une ontologie, puisqu'il l'a définie comme une ontologie, qui occupe le terrain, mais qui disons, ampute le réel de l'être social d'autres dimensions, finalement, du corps et du sujet. mais la difficulté, c'est pour ça que j'ai rien trouvé encore de satisfaisant, par exemple, dans le rapport Vygotsky, enfin, Leontief, enfin, cette école, on n'est pas dans le débat entre eux, et la psychanalyse, parce que compléter, ça ne veut pas dire non plus refouler. C'est toute la difficulté qu'il y a eu au XXe siècle avec les pseudo-marxistes, les marxistes freudiens, les machins, les bidules. Comment penser, enfin, comment penser, et comment prendre en compte les points de vue différents pour comprendre pour comprendre quel est effectivement ce qui se joue. Et parce que le risque, c'est pas non plus de mettre c'est pas non plus de jeter Freud à la poubelle, quoi. Parce que de toute façon, il y en a qui le font très bien actuellement sur les neurosciences, cerveau, voir les flux électriques du cerveau et on a réglé le problème. Non, mais c'est pas ce que Kouskar fait, hein. Donc il rend hommage, si tu veux, à la partie scientifique de Freud en tant qu'émancipation des sociétés victoriennes, etc. Et il le fait, montre que c'est effectivement absolument nécessaire, quoi, hein. Donc néanmoins, je me rappelle plus ce que je voulais dire, mais allez-y, peut-être, ça me reviendra. Si quelqu'un a quelque chose à dire là-dessus. Enfin, moi, je peux dire deux mots. Oui. Je suis d'accord avec Marc. D'abord, oui, on peut parler d'une ontologie. Le terme est juste, hein, dans la mesure où, quelque part, il y a un retour de la question de la connaissance de l'être en tant qu'être chez Freud. C'est l'être du psychisme, hein. Je suis d'accord avec Marc tout à fait, parce que je crois que la psychanalyse, si elle s'enferme dans ses prérequis épistémologiques, elle est d'ores et déjà battue. Battue par l'histoire, tout simplement, par les rapports de force. C'est une question de rapport de force. En tant que discipline, elle est battue. Elle va pourquoi elle sera battue? Parce que
elle va être prise par la droite, par les neurosciences et la pharmacie, qui vont avoir pour projet de normaliser le sujet par rapport à des canons qui sont, eux, clairement la traduction des réquisites modernes de l'hyperlibéralisme d'aujourd'hui. Et elle sera prise par sa gauche par le retour du social ou la présence immanente du social qui frappe à la porte. Lisez les psychanalystes, ils se heurtent tous sur cette question qui, traduite en langage marxiste, s'appelle la praxis. C'est-à-dire qu'ils sont tous en difficulté dès lors que le rapport que la dimension de l'intersubjectivité se pose comme autrement que le rapport à la cellule familiale, ou au frère, ou à la sœur, enfin, à l'environnement proche du sujet. Mais ça, c'est constamment démenti par la pratique, sous deux angles d'ailleurs, hein, sous l'angle de la réalité sociale d'aujourd'hui, où on voit que l'impact des turbulences de la situation des sujets dans la société est tel que c'est incontournable pour comprendre le psychisme. Et puis aussi, cette présence aujourd'hui incontournable devant chez nous de cultures qui sont organisées de manière totalement différente des nôtres. Elles sont présentes dans notre proximité immédiate via le rétrécissement du monde et via aussi la présence des immigrés en France, de toute nationalité, en France et dans les pays occidentaux, qui viennent avec leur culture. Hein. C'est pas qu'on n'a plus besoin, mais on n'a plus besoin seulement de l'apport des ethnographes pour avoir accès à la culture. Elles sont là. Elles posent des sacrés problèmes. Donc, je crois que Marc a dit une chose importante, c'est qu'un des enjeux de tout ça, c'est de prendre le sujet comme une totalité. C'est très complexe. C'est très complexe. Parce que je ne serais pas non plus pour une réduction du sujet à sa dimension productive et économique. Ce n'est pas ce que fait Kluskar, hein, mais il est... Ce n'est pas ce que fait Kluskar, absolument. Et ce n'est pas ce que font les bons marxistes, ce n'est pas ce que fait Marx. Hein. Marx, il dit que l'essence de l'homme, c'est les rapports sociaux. Les rapports sociaux, il n'y a pas de limite ni de nature. Après, il va expliquer par ailleurs comment, dans le champ des rapports sociaux, il y a certains rapports sociaux qui se sont imposés comme des cancers dominants, bon, et qui s'appellent les rapports sociaux capitalistiques dans la société de classe et dans l'évolution de cette société de classe au 19e et aujourd'hui. Bon. Mais tu ne parles pas du principe qu'il n'y a que la production qui compte, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, mais pour revenir à Marx, effectivement, l'homme, effectivement, c'est l'ensemble des rapports sociaux. En faisant un parallèle avec Freud et avec Kluskar, donc effectivement, il dit ça, mais ce n'est pas développé d'un point de vue comme le développera Freud de manière, depuis le tout petit bébé jusqu'à l'adolescent, hein, donc quels sont les mécanismes, et comme va le développer, on va le voir, donc Kluskar. C'est-à-dire qu'effectivement, là, c'est complémentaire à Marx, hein, c'est que Kluskar va développer, de la même manière que Freud développe donc le développement du psychisme d'un enfant à travers les rapports à son père et sa mère. Donc, lui, ça va être effectivement le développement du gestuel, du fonctionnel, donc pour accéder à la pratique, quoi. Mais à partir de rien, quoi. C'est-à-dire à partir d'un univers qui est purement organique et non encore symbolique, quoi.
C'est-à-dire qu'il va constituer, d'un point de vue, voilà comment se constitue un être de praxis, quoi, hein, comment se constitue depuis quasiment voilà, presque le néant, quoi, disons, comment, par la logique, se constitue l'être de la praxis, qui est négligé par le freudisme. Hein, on peut même dire que tu parlais d'un inconscient, etc., et de refoulé, et Kluskar le dit, que l'inconscient de la psychanalyse, c'est que ça permet de… En gros, un inconscient peut en cacher un autre. C'est-à-dire que l'inconscient du bourgeois, c'est la praxis, c'est le producteur, et que finalement, c'est de montrer que ce seul inconscient psychanalytique, comme le pointer, le désigner comme inconscient, cache finalement le véritable inconscient du bourgeois, qui est l'inconscient de l'inconscient, ou soit donc l'inconscient de la praxis. Donc tout est effectivement chez Kluskar, donc quand il le dit là, qu'on a hypostasié un moment pour rendre compte de la totalité du parcours, etc., il le dit effectivement toujours dans une perspective d'une dialectique des procès de production et de consommation, quoi. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il vient donc, certes, donner effectivement, saluer le travail de Freud, de ce point de vue de l'émergence d'une autre ontologie par rapport à l'ontologie éternitariste du sujet dont il a parlé quelques pages avant. Mais voilà, il montre très vite les limites et comment lui va se situer par rapport à ça, en tant que voilà, le fait de pointer cette négation du monde de la praxis, quoi. Et bien sûr de montrer comment effectivement le corps, non plus le corps vu sous l'angle organico-affectif de la praxis, de la psychanalyse, mais sous l'angle, disons, du rapport avec le monde qui se constitue autour de la praxis, qui est voilà, la centralité même de l'homme, quoi. Voilà. Je me pose une question. Hein. Je me pose une question, parmi d'autres. J'ai du mal à me résoudre à cette thèse de l'antéconceptualité ou de l'antésymbolisme. Parce que elle nous raconte l'histoire d'un être indéterminé qui vient au monde et qui entrerait dans le monde par le biais de quelque chose de rigoureusement non symbolique, oui, mais rigoureusement comment dire ça? C'est constitué du symbolique à partir du non symbolique, quoi. C'est-à-dire qu'il faut bien que… Hein? Je vais dire deux choses, peut-être c'est des grosses conneries. Je le dirai, hein, n'hésitez pas. Vous avez le droit de me tirer dessus, d'autant plus que je ne prendrai pas la balle dans la tête, puisque je suis… Première chose, est-ce que le premier geste d'un être humain, de la mère, pour rester dans le binôme initial de la psychanalyse, n'est pas déjà un geste social? La mère vient avec ses déterminations sociales, son histoire. Et l'enfant, certes, lui, il n'a pas d'histoire, il n'a pas encore d'histoire, mais il reçoit un discours au sens le général du terme qui soit. Ce discours, c'est le geste.
c'est le discours du geste. Le discours, ce n'est pas le symbolique. Non, mais Kluskar le dit. Hein, attends, je n'ai pas fini. Parce que je vais donner ma deuxième question. Est-ce que ce moment initial n'est pas précédé d'autres moments initiaux intra-utérins? L'enfant entend ce qui se passe autour de lui, ça on le sait. Et ce qui se passe autour de lui n'est pas neutre. Je pense qu'il perçoit aussi bien une scène de ménage causée par le fait que le mec est au chômage et que la fille n'a jamais bossé, qu'une symphonie de Beethoven passée dans un salon douillet de la bourgeoisie du 16e arrondissement. Il entend ça. Et ça, c'est du discours. C'est un discours de la société en sa direction. Nous produisons du discours en direction de l'enfant et cet enfant est d'emblée dans un milieu social. Il se construit dans ce milieu social. Il n'est pas né qu'il est déjà dedans. Alors, vous allez me dire, il y a bien un moment où tout ça, ça commence. Oui, bien sûr. Après, c'est la médecine, c'est la biologie qui nous explique, plus que la médecine, la biologie qui nous dit qu'il y a une production du corps, une genèse du corps biologique qui est là, qui existe, bon, et que, bien sûr, les fonctions apparaissent que tardivement. Hein. C'est vrai que on l'entend souvent, ça, effectivement, le coup de la symphonie de Beethoven pour le bébé qui est dans le ventre. Ah non, je ne sais pas si on l'entend souvent. Non, mais si, c'est vrai. On peut l'entendre. Mais je veux dire, pour interpréter du symbolique, la symphonie de Beethoven, pour interpréter du symbolique, il faut un tel investissement dans l'appareil symbolique qui ne peut être fait justement que la société n'attend pas le symbolique pour s'adresser à toi. Comment? La société n'attend pas que tu aies atteint un investissement symbolique pour s'adresser à toi. Bien sûr, mais ça c'est perçu, et Kluskar en parle après, hein, c'est pas perçu comme d'emblée du symbolique, c'est-à-dire que c'est des marques, effectivement, et le symbolique va se construire ô combien de mois plus tard, hein, donc pour arriver à un petit homme citoyen, petite femme citoyenne. On sait donc tout ce qui ça va tout ce qu'il va falloir générer comme apprentissage du corps carrément, et c'est quelque chose d'extrêmement progressif, quoi. Donc je pense que d'ailleurs, on peut lire comme le premier paragraphe du deuxième, parce que j'avais déjà commencé, ça parle un peu de ça, quoi. Alors on saute une partie, mais on revient après. C'est progressif, mais à force de dire que c'est progressif, en même temps, on nous explique que ce n'est pas progressif, qu'il y a un moment où voilà, la première phase, deuxième phase, c'est très phasé tout ça. On découpe les phases. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas un rythme d'acquisition de tout ça, qu'il n'y a pas des séquences, je ne dis pas ça. Mais je trouve qu'on voit beaucoup la séquence, mais pas beaucoup l'intégration. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir après. L'être humain, très tôt dans sa production biologique, il est historico-social. Beaucoup plus tôt qu'on a pu le penser pendant un certain temps. Oui, mais que la psychanalyse, de ce point de vue-là, à son corps défendant, je dirais, donne des indices. Oui, mais disons que ce qui va avec ce que va montrer Kluskar après, hein, donc il montre effectivement on peut lire parce que ça donnera un peu la tonalité. On reviendra après au passage où on était en fait, hein, parce que là on saute quelques trucs, mais ça va répondre un peu peut-être à ta question, quoi. Donc c'est donc le grand 2, l'ego. Je ne critique pas Kluskar, j'ai pas lu le passage. Hein. Oui, non, mais alors il dit par exemple la première réalité que le corps signifie, exprime, ne doit être interprétée ni d'après la grille perception, ni d'après la grille sensation. Elle ne saurait être une autonomie quelconque de l'équipement sensible du corps. Elle ne peut être
une activité synthétique, elle ne peut être une activité synthétique, même réduite, à une activité fonction partielle. La relation personnalisante dispose d'aucun appareil symbolique. Donc, au début, tu es comme ça, quoi. Je veux dire, alors, on peut dire effectivement, oui, mais on a écouté la symphonie de Beethoven ou une querelle entre maman et papa il y a quelques mois. Bah, mais bon, c'est un peu, à mon sens, hein, c'est un peu du romantisme, là, parce que, je veux dire, voilà, c'est donner à l'embryon des capacités symboliques qu'en aucun cas il ne peut avoir, puisqu'il les récupérera simplement au bout d'abord de quelques mois, en allant progressivement. Non, je ne te parle pas de l'embryon, moi. Non, mais enfin, pas de l'embryon. Très précise de Non, l'évolution mais je veux dire, tu vois, de l'individu. C'est Je ne que. parle pas de l'embryon, je te parle de la dernière séquence avant la naissance. Oui, la dernière séquence avant la naissance. Même là, si tu veux. L'appareil perceptif est déjà relativement constitué, où l'audition est déjà relativement constituée, même si il y a encore beaucoup à faire. Voilà, c'est ça. Non, mais il y a des choses qui se mettent en place, c'est sûr. Hein. Maintenant, que ça soit que le type soit que le fait de passer. Non, mais le fait de passer une symphonie de Beethoven ou un truc d'Elvis Presley, bon, va influer sur son appareil symbolique. Bon, tu vois, c'est. Non, mais je te parle pas. Non, je te parle pas de Beethoven. Je me doute bien que c'est pas parce que tu lui feras écouter des ça deviendra, tu vois, parce qu'il y a aussi le de Karajan. Voilà, on va lui passer des trucs et puis il deviendra un super mélomane. Ce que je veux simplement dire, c'est que la pratique sociale des parents projette des informations sur un individu en constitution, déjà développé, qui sont d'ores et déjà à intégrer dans le processus de socialisation. Ah bah c'est clair. Maintenant, lui, non, mais le truc, c'est que nous, toi, on les perçoit comme ça, mais lui ne les perçoit pas comme ça. C'est-à-dire que pour lui, à la limite, au début, il a les yeux fermés, voilà, il perçoit même pas que c'est son père ou sa mère. Au début, il perçoit même que tout est lui. Oui, oui, absolument. Donc ce tout intérieur, il y a une ambiance dedans. Il reçoit des... Absolument. Mais c'est pas la transposition directe de ce que sera son univers symbolique quand il sera sorti. Ça, ce serait un déterminisme crétin. Attends. Ça serait. Voilà. Mais donc, il y a effectivement, et d'ailleurs Kouchkar le dit, hein, c'est plein. Et d'ailleurs, le rythme intervient, d'après Kouchkar, beaucoup, si tu veux. Hein, donc ça. Mais c'est des marqueurs qui n'est pas capable, si tu veux, d'interpréter encore au niveau. C'est quelque chose de très. Kouchkar parle souvent de latence, c'est-à-dire que c'est des processus, ce sont des latences, hein, et que ça se met en place doucement, mais c'est très. C'est très lent, hein, à se faire. Donc. Voilà. Donc, alors, bon, c'est vrai que là, en fait, je vais devoir, comme je vous ai dit, partir d'ici 5 minutes. Et bon, ben, on note où on s'est arrêté, là, et puis. On en est où alors? Alors, on en est à la page 247. Hein, et on a terminé le premier paragraphe de la page 47 qui se termine par des fixations affectives. D'accord. Voilà. Alors, je vais suspendre l'enregistrement. Arrêtez l'enregistrement.